Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. Bienvenue sur Histofocus. Quand on pense aux opérations de la Seconde Guerre mondiale, on pense, et à juste titre, bataille des Alliés contre les forces de l'Axe, action de résistance et entente de Churchill, Roosevelt et De Gaulle pour coordonner tout ça. Dans la réalité, il n'en était rien. De Gaulle était souvent tenu à l'écart et méprisé par les Américains et les Anglais. Les actions de résistance ont tardé à émerger sur le sol français, surtout à cause des actions anglaises, sans parler des batailles qu'il y a eu entre alliés eux-mêmes. Allons voir tout ça de plus près. En route pour ce nouvel épisode sur les opérations militaires alliées méconnues contre les Français. Et comme d'habitude, nous commencerons par une petite du chrono. « 21 juin 1940. En ce matin d'été, les habitants de Londres ne se doutent pas qu'ils vont subir plusieurs mois de blocus. Les forces maritimes du Troisième Reich, après avoir mis la main sur la force maritime française, fait le blocus de l'Angleterre et menace directement la capitale anglaise avec ses porte-avions. Plusieurs frégates ont même remonté la Tamise et stationnent en plein centre de Londres. Après plusieurs mois, l'Angleterre va capituler. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Le Troisième Reich n'a pas pris position de la force maritime française et ne l'a pas incorporée à ses forces. Et les Anglais ont mis en place l'opération Catapulte. 11 novembre 1918. Signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 24 février 1920. Création du national-socialisme par Anton Drexler et Karl Harrer. 1er septembre 1939. Début de la Seconde Guerre mondiale. Trois événements liés et indissociables qui ont amené l'opération Catapulte. La Seconde Guerre mondiale, ce n'est donc pas que des batailles axes contre alliés. Il y a eu aussi des batailles alliés contre alliés, ou plutôt alliés contre les Français qui n'étaient pas les Français de la France libre, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ça a été le cas pour l'opération Catapulte, qui a vu les Anglais se battre contre l'armée française, avec plus ou moins l'appui des forces françaises libres. 1940 n'est pas le meilleur millésime pour l'armée française. En soutenant la théorie de la supériorité de la muraille défensive, l'état-major français a commis une erreur stratégique rédhibitoire. En un peu plus d'un mois, les armées du Troisième Reich se battent les armées françaises et occupent la moitié du territoire suite à l'armistice du 22 juin 1940, et les Alliés ont évacué à Dunkerque lors de l'opération Dynamo. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, même s'il y a eu plus d'1 million de prisonniers, les armées allemandes avaient pour mission d'avancer le plus rapidement possible en territoire français. Cette guerre éclair est sûrement due au génie tactique d'Erich von Manstein, un général Feldmarschall, devenu chef des forces armées terrestres du Troisième Reich. Bien que la France soit occupée et l'armée démilitarisée, les Allemands ne demandent pas le contrôle des forces maritimes. Cela fait peur aux Anglais qui mettent alors en place une stratégie afin que les forces armées de haute mer ne tombent pas entre les mains des Allemands ou des Italiens quand ceux-ci entreront en guerre. Et pour ça, ils vont utiliser tous les moyens possibles, soit en capturant les navires, soit en les détruisant. Nous sommes dans la bibliothèque du temps. Ici, nous pouvons faire pause et réfléchir à ce qui aurait pu arriver si les choses s'étaient déroulées autrement. Justement, imaginons qu'au lieu de simplement désarmer les Français, les nazis auraient pris le contrôle de la flotte française, enfin de celle qui était restée dans les bases navales et qui n'avait pas eu le temps de partir vers l'Angleterre. Qu'est-ce que ça aurait donné? La force maritime allemande aurait vu sa puissance de feu et sa présence maritime renforcée. Ainsi, Hitler aurait eu plus de chances de tenter l'invasion des îles britanniques, où il aurait dominé les mers européennes, évitant ou repoussant la date du débarquement. Mais revenons à la réalité des choses. Le 2 juillet 1940, Churchill lance l'opération Catapulte, afin de s'assurer que, malgré la promesse de l'amiral français Darlan, les forces maritimes de la France ne tombent pas entre les mains des Allemands. Cette opération de 6 jours s'est effectuée en 5 phases. D'abord dans les ports anglais où les Anglais utilisent la ruse. Dès le lancement de l'opération, les officiers britanniques présents dans le port de Plymouth et de Portsmouth, ainsi que dans les ports de Gibraltar, ont piégé les Français en place en les saoulant afin de prendre le contrôle de leurs navires. Au total, 2 contre-torpilleurs, 7 torpilleurs et 4 sous-marins, et plus d'une centaine de bateaux de tout type sont saisis par la ruse par les Britanniques. Dans le même temps, dans la base navale de Mers el-Kébir, les Anglais utilisent la force. Une escadre britannique se présente devant la base maritime. Celle-ci a pour mission d'escorter la flotte française en territoire britannique, en Amérique ou aux Antilles, ou alors lui intime l'ordre de se saborder. Les Anglais posent un ultimatum au vice-amiral Jean Soule, qui le refuse. Les Anglais ouvrent le feu sur le bateau français et les mettent hors de combat ou les coulent. Le croiseur de bataille Dunkerque, le cuirassé Provence et le contre-torpilleur Mogador sont mis hors de combat.
le cuirassé Bretagne explose et chavire en faisant plus d'un millier de morts. Il n'y a eu que le croiseur de bataille Strasbourg qui est parvenu à s'échapper, escorté de 5 contre-torpilleurs. 3 jours plus tard, des bombardiers torpilleurs Swordfish du porte-avions HMS Ark Royal reviennent attaquer le Dunkerque qu'ils endommagent gravement. Toujours le 3 juillet, à la Martinique, les Américains font pression sur les forces anglaises pour annuler l'attaque contre la force française. Les navires étaient déjà désarmés depuis juin, et sous la pression des Américains, ils sont démontés en 1943. Le lendemain, soit le 4 juillet, dans le port d'Alexandrie, les Anglais utilisent la diplomatie. Les troupes anglaises et françaises sont amarrées au port, et l'amiral britannique rencontre le commandant de la force française. Il lui annonce qu'il a l'ordre de s'emparer de sa flotte par tous les moyens. Par chance, l'amiral anglais Cunningham et l'amiral français Godefroy sont assez copains, et ils discutent afin d'éviter le conflit. Les vaisseaux français sont vidés et désarmés, mais ils restent en état à flot. Ils rejoindront les forces alliées en 1943, après avoir été modernisés en Afrique du Nord. 4 jours plus tard, dans le port de Dakar, les Anglais utilisent une nouvelle fois la force. Les troupes anglaises viennent récupérer le Richelieu, le top de la marine française. Il est attaqué par des torpilleurs anglais, ce qui déforme sa coque et détruit une de ses transmissions directionnelles. Le navire est immobilisé. Un peu plus de 2 mois plus tard, il sera une nouvelle fois attaqué par les Anglais et par De Gaulle qui voulait conquérir l'Afrique occidentale française. Mais la présence de Gaulle n'a pas suffi à rallier l'équipage à la France libre, et grâce à son aviation, les Français remportent la bataille. Il finira quand même la guerre aux côtés des Alliés. On peut ajouter à cette opération le sabordage de la flotte française à Toulon le 27 novembre 1942 sur ordre de l'Amirauté, lorsque les forces du Troisième Reich ont mis en place l'opération Lila pour s'emparer de la flotte française. Selon Churchill, les Français auraient bien compris la signification de la bataille de Mers el-Kébir et la mise en place de l'opération Catapulte. Cet avis fut partagé par le général de Gaulle qui justifia l'opération dans un discours à la BBC le 8 juin 1940, tout en regrettant le manque d'engagement spontané de la marine française vers le camp allié, ce qui aurait évité des morts inutiles, et postérieurement le sabordage de Toulon, un affaiblissement de la marine française dans la poursuite du combat contre l'Axe. Mais en vérité, cette opération eut pour effet de réveiller le sentiment anti-britannique et a ralenti le flux de ralliement de volontaires, ainsi que celui des colonies de l'Empire colonial français à la France libre. Sans compter que cette opération a servi de prétexte à Laval pour lancer la politique de collaboration avec les nazis. De fait, et à part les forces navales françaises libres, la marine française ne prit pas part au combat contre les forces de l'Axe avant 1943. Au contraire, elle dut se défendre contre les Alliés à plusieurs reprises, notamment en Syrie, à Madagascar, et lors du débarquement en Afrique du Nord, mais ça c'est une autre histoire. Nous venons d'arriver à un point de croisement. Un point de croisement est un moment où l'histoire tourne d'un côté ou de l'autre. Imaginons que dans sa politique de collaboration, Laval aurait laissé le contrôle des croiseurs et autres engins maritimes français aux Allemands. Qu'est-ce que cela aurait changé? Ceux-ci auraient une ligne de défense supplémentaire pour empêcher le débarquement de juin 44, et ils auraient peut-être eu le temps de finaliser des missiles longue portée, de développer leur arme secrète, ou la bombe atomique. Il aurait même été possible que les Américains utilisent la bombe non pas sur Hiroshima, mais sur Berlin ou Paris afin d'accélérer la fin de la guerre. À moins que ce soit Hitler qui l'ait utilisé sur Londres, afin de prendre la supériorité dans cette guerre. En tout cas, un contrôle ou une soumission de la marine française aux Allemands aurait modifié grandement le visage de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, vous pouvez mettre le pouce bleu, activer la cloche, partager et vous abonner. C'est très facile. Vous pouvez aussi participer dans les commentaires et me dire ce que vous avez aimé. En attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et appréhender l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.